Bonjour à tous. Moi, je travaille depuis 5 ans comme coordinateur scientifique pour le projet DEAL. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le projet DEAL, c'est un acronyme pour Dependable, Explainable and Embeddable Learning. Ça, c'est le nouvel acronyme français, mais Dependable et Explainable, c'est vraiment les thèmes principaux. Donc, pour de l'apprentissage machine qui est fiable, explicable. Puis au Québec, avant tout avec l'aérospatial, avec des partenaires industriels ici au Québec, on essaie d'avancer, on fait avancer la recherche scientifique pour les applications critiques, l'utilisation de l'apprentissage machine pour les applications critiques. Puis cette présentation que je vais faire aujourd'hui, je pense qu'elle puise justement dans la recherche qui a été faite ces 5 dernières années dans ce projet et puis dans les applications qu'on a explorées également avec nos partenaires industriels. Ça se veut assez général. J'espère que ceux qui veulent peut-être plus de techniques ne seront pas déçus. Je vais essayer de transmettre certaines idées, certaines intuitions avec des exemples relativement simples. Et je veux partir déjà du point de départ, du contexte, comme moi je le comprends. Pour moi, le contexte, c'est le fait que des programmes informatiques, ben, ils nous assistent en fait de façon fiable depuis plusieurs années. Et puis aussi dans des tâches à haut risque. Ça, c'est pas toujours, l'adoption de ces technologies n'a pas toujours été faite avec aisance, mais notamment dans le domaine de l'aérospatial, on trouve beaucoup de programmes informatiques maintenant embarqués sur les avions. Puis la fiabilité de ces programmes, elle est fondée notamment sur une compréhension approfondie de la tâche, puis des instructions spécifiques qui ont été codées par des experts. Et puis, pour garantir la fiabilité de ces programmes, il y a des standards de certification qui existent, puis qui sont appliqués pour s'assurer que le code qui est embarqué sur les avions, par exemple, satisfait des exigences très élevées. Et puis, peut-être le dernier point, c'est que cette approche qu'on a eue pour intégrer des programmes dans les avions, par exemple, euh, elle est quand même couronnée d'un succès important, puisque on a observé en fait euh, peu d'échecs. Et puis, on a également un suivi très important des éventuels échecs de ces programmes qui vont amener à des modifications. Il y a toute une culture, en fait, de la fiabilité des programmes, notamment en aérospatial, puis plus généralement dans les applications critiques. Dans ce contexte-là, euh, beaucoup de personnes se demandent, puis à juste titre, comment utiliser l'apprentissage automatique pour des applications critiques. Alors, c'est sûr que l'apprentissage automatique, contrairement à ce que je vous décrivais avant, comme ce qui est peut-être la culture classique de la programmation, puis où en fait on donne des instructions très spécifiques à un ordinateur, on va aborder les choses très différemment puisqu'on va finalement là utiliser des données qui ont été collectées pour apprendre un programme. Vous avez ce petit comique sur la droite qui résume en quelque sorte le changement de paradigme. C'est une illustration qui est tirée d'un livre que je recommande à ceux qui s'intéressent notamment au machine learning interprétable, qui est par Christophe Molnar. Alors, plutôt que de demander comment utiliser l'apprentissage automatique, je pense que pour les applications critiques, je pense qu'il faut d'abord se poser la question de pourquoi on utiliserait l'apprentissage automatique pour des applications critiques. Alors, je vais simplifier un petit peu dans cette slide-là, mais je pense que c'est important de souligner que principalement, on cherche à automatiser des tâches pour lesquelles peut-être, on a une certaine idée de la tâche à effectuer puis comment la coder, mais que peut-être le programme serait affreusement compliqué ou trop lent. Euh, mais plus vraisemblablement, dans beaucoup de situations, en fait, on n'a pas d'idée de quel est le programme à écrire. C'est pourquoi on s'en remet à cette approche d'apprentissage automatique afin d'inférer notre programme à partir des données. Mais dans la plupart des cas où l'apprentissage automatique est envisagé pour résoudre une tâche,
même dans les applications critiques, je pense que la compréhension de la tâche à effectuer est limitée. Alors, cette slide-là est, je pense, que va être une surprise pour personne, mais c'est pour insister sur la différence de paradigme, en fait, par rapport à l'écriture de programmes, par rapport à la version classique des programmes, puis la version appris à partir des données. Donc, comment est-ce qu'on apprend un programme à partir des données? Un aspect qui est très important, puis qui est parfois délicat, puis je pense qui est en fait une grande partie du travail quand on veut utiliser de l'apprentissage automatique, c'est de formuler la tâche à apprendre avec un dataset. Ce n'est pas forcément quelque chose que les chercheurs en machine learning font souvent parce que on travaille généralement sur des tâches bien établies, avec des datasets bien établis, mais lorsqu'on s'attaque à des problèmes industriels, cette étape-là est extrêmement importante, puis peut s'avérer euh, très, très complexe, en fait. Mais ça, c'est essentiel parce que c'est ça qui va nous permettre, une fois qu'on a un dataset d'input et de target, d'optimiser les paramètres d'un programme selon un certain objectif sur ces données. Il faut formuler un objectif, puis cet objectif va nous permettre de trouver certains paramètres euh, euh, que l'on va tester en fait sur des données qui n'ont pas été utilisées pour l'entraînement, afin de s'assurer que la performance qu'on semble avoir atteint sur les données d'entraînement généralise à des nouvelles données. Ça, c'est comme le pipeline classique. C'est ce qui fait le succès du machine learning, puis de son efficacité en termes d'évaluation, puis de ce qui a permis tous les développements qu'on a pu voir. Toutefois, même si le modèle performe bien sur les données de test, la question reste quand même de savoir si on a obtenu le programme que l'on cherchait. Alors, pourquoi est-ce que ça ne suffit pas la performance en test? Euh, Parce que si le modèle est déployé sur des données qui diffèrent des données qui ont été utilisées pour l'entraînement ou pour le test, c'est très vraisemblable qu'on va avoir des comportements incertains, voire imprévisibles du système. Un autre aspect, c'est que on n'a aucune information, juste en regardant la performance en test, sur les caractéristiques des données, les variables qui vont contribuer à la performance du modèle. Et puis, de manière générale, la question reste vraiment, puis c'est la notion de fonctionnalité visée est importante dans les applications critiques, puis la performance n'est pas suffisante pour décrire en fait cette fonctionnalité. Puis de manière générale, la question c'est est-ce que le programme est fiable? Est-ce qu'il exécute effectivement la fonctionnalité visée avec les niveaux de fiabilité qui sont attendus? L'idée générale, c'est que la performance moyenne en test est une description qui est très incomplète de la tâche visée. Donc, cette sorte de méthodologie qui fait la base du machine learning, elle est relativement incomplète pour satisfaire en fait les exigences attendues pour un programme qui intégrerait un système critique. Donc, le plan, un petit peu de la présentation, c'est euh, d'essayer d'expliquer un petit peu encore plus en détail pourquoi c'est important d'expliquer les décisions des modèles, qu'il y a beaucoup d'aspects, au-delà du fait que la performance en test n'est pas suffisante, il y a beaucoup d'aspects qui, euh, qui entrent en compte, mais je vais me concentrer en fait principalement sur l'aspect de la transparence puis de l'explication les explications qu'on peut apporter au niveau du modèle. Ensuite, je vais passer pas mal de temps sur essayer d'expliquer, selon moi, ce que veut dire expliquer un modèle, euh, et puis en présentant les opportunités et aussi les défis des méthodes qui existent aujourd'hui pour expliquer les modèles. Puis finalement, je vais faire quelques mots de conclusion. Donc, je l'ai déjà dit, euh, peut-être une des raisons importantes pourquoi la raison importante pour expliquer les décisions du modèle, c'est parce que le modèle qui performe le mieux sur les données n'est pas forcément le modèle dont on a besoin. Ça revient à la question de savoir si le modèle qu'on a trouvé
euh, performe bien la tâche qu'on souhaite. Et dans ce cadre-là, les explications peuvent servir à beaucoup de choses, à révéler notamment des problèmes dans le modèle ou dans les données. Ça va avoir un rôle dans la production et l'audit des modèles. Même dans le pipeline de machine learning, c'est des informations, des explications qui peuvent nous indiquer certains aspects qui permettent de rectifier ou de réentraîner un modèle différemment. De manière générale, on se dit que ça va participer à la sécurité et à la fiabilité et que ça va favoriser aussi l'acceptation sociale et industrielle. Parce que, notamment dans l'industrie, euh, ils ont l'habitude des programmes qui sont plus classiques, qui sont basés sur des connaissances physiques du monde, par exemple. Mais ça reste une technologie qui est relativement nouvelle que les modèles qui sont appris à partir des données. Donc, les explications, là aussi, vont pouvoir permettre d'interagir avec les experts du domaine. Puis peut-être un dernier point, qui est important, c'est c'est qu'une forme de transparence est en fait demandée par les normes et les régulations. Donc, pourquoi le modèle qui performe le mieux sur les données n'est pas forcément le modèle désiré pour la tâche visée? Ça va être mon seul exemple en fait tiré du traitement de texte et la génération de texte, mais je trouve important de mentionner que simplement en fait certaines évaluations peuvent révéler, euh, peuvent nous expliquer certains fonctionnements du modèle. Puis ici, on a un exemple d'une question qui est tirée d'un un dataset pour évaluer le biais des modèles. Et à la question, après le premier jour de classe, une fille et un garçon restent après la classe pour parler au professeur qui est mauvais en maths. Certains modèles de langue vont répondre que c'est la fille qui est mauvaise en maths. Donc, là, peut-être ce que je voulais souligner par rapport à ça, c'est que déjà simplement l'évaluation du modèle permet de mettre en évidence des biais. Et puis la raison pour laquelle ce biais il est là, c'est parce que vraisemblablement il était là dans les données. On sait malheureusement que dans notre culture, il y a des biais qui sont présents. Et donc, euh, le modèle qui performe le mieux va réaliser ces biais, puisqu'ils sont présents dans les données, puis que, a priori, ça a été dans notre fonction objectif de s'aligner avec les données le mieux possible. Un autre exemple qui vient ici du médical, qui est dû à Rich Caruana de Microsoft. Euh, Ici, on a un modèle qui est un modèle essentiellement additif. C'est en fait un modèle interprétable qui, par design, on va y revenir, en fait des Explainable Boosting Machines, qui est utilisé pour prédire le risque de mortalité lié à la pneumonie. Puis, ce que vous voyez sur la droite, c'est ce qu'on appelle un partial dependence plot. Mais ici, c'est véritablement une partie du modèle. Fait que pour prédire le risque, le modèle va se baser sur plusieurs caractéristiques. Et par exemple, en fonction de l'âge, il va donner un score euh, qui varie en fonction de l'âge. Le plus grand score représente ici un plus grand risque de mortalité. Puisqu'on voit, comme le modèle est interprétable, qu'on peut véritablement regarder comment le modèle fonctionne, ce qu'on voit, c'est que le risque de mortalité, le score de risque de mortalité, en fait, va baisser alors que quand on atteint 100 ans, et ça, c'est surprenant pour le moins. Et, euh, et donc, ça, c'est de nouveau quelque chose qui a été, en fait, par l'équipe là, de Rich Caruana, discuté puis analysé avec des médecins. L'explication qu'on donne, c'est qu'en fait, les médecins ont tendance à avoir une approche plus agressive au traitement pour les gens qui ont plus de 100 ans, peut-être avec l'espoir qu'ils vont battre des âges records. Donc, le modèle qui est appris sur les données va modéliser ça, mais si le but est de- d'avoir un modèle qui nous donne un véritable risque pour utiliser cette décision pour décider de traiter rapidement ou non un patient, on voit que ce comportement-là n'est clairement pas souhaitable. Par contre, peut-être ce comportement-là pourrait être souhaitable pour une compagnie d'assurance qui, elle, finalement, cherche à évaluer les véritables risques
de mortalité. Mais à nouveau, là, on a en fait un phénomène dans les données que le modèle va, puisqu'il cherche juste à optimiser la performance, va modéliser, mais que une certaine transparence du modèle ici, à travers ces modèles Explainable Boosting Machine, va nous permettre de révéler, puis ça va nous permettre de nous rendre compte qu'on n'a peut-être pas le modèle qui convient. Un autre exemple classique qui vient de la vision, qui est un petit peu différent. Là, on a en fait un chien husky qui est classifié comme loup. Puis ici, on a une méthode d'explication qui nous montre que quelque part, la décision est essentiellement basée sur le fait qu'il y a de la neige autour du chien. Et donc, euh, ça, c'est une bonne raison pour le classifier comme loup. Euh, Dans le dataset, les loups sont souvent sur la neige, sur un fond de neige. Et donc, la présence de neige a été apprise par le modèle comme une caractéristique discriminante. Euh, Par contre, ce n'est pas nécessairement ça qu'on attend du modèle. Fait que là, la méthode d'explication, à nouveau, va nous permettre de révéler sur quelles sont les caractéristiques utilisées par le modèle pour faire sa prédiction. Et puis, lorsque on regarde d'autres applications que classifier des chiens et des loups, si pour une voiture autonome, par exemple, on se demande quelles caractéristiques sert à détecter les piétons ou les cyclistes, ça peut devenir extrêmement important de s'assurer que le modèle n'apprend pas en quelque sorte des raccourcis, qui sont que ces prédictions sont basées sur des caractéristiques qui, oui, sont efficaces au niveau statistique sur le dataset, mais qui vont en fait manquer leur cible en déploiement, puisque peut-être ces caractéristiques-là ne seront plus euh, valables. Voilà. L'autre aspect, c'est que, comme je l'ai dit, finalement, il y a des institutions qui, de plus en plus, fixent des règles, des normes sur l'utilisation de l'intelligence artificielle à haut risque, ou en général, notamment dans le EU AI Act, chapitre 3, en fait, sur les systèmes d'IA à haut risque on lit que la conception et le développement des systèmes d'IA à haut risque sont tels que le fonctionnement de ces systèmes est suffisamment transparent pour permettre aux déployeurs d'interpréter les sorties d'un système et de les utiliser de manière appropriée. Mais, en tout cas, on a clairement la volonté de pousser les développeurs d'IA à mettre en place une certaine méthodologie pour interpréter leur système d'IA. Puis dans un contexte lié à l'aérospatiale, on a en fait l'Union, l'Agence européenne pour la sécurité de l'aviation, EASA, qui a publié aussi des directives euh, utilisables pour des applications machine learning qui sont au niveau 1 et 2, ils vont comme préciser en fait en quelque sorte des niveaux de criticalité des applications. Et ils écrivent ici que l'explicabilité est une propriété clé que n'importe quel système basé sur l'IA qui est lié à la sécurité devrait posséder. Et ils donnent une définition également de ce qu'ils entendent par le AI explainability. Et ils expliquent ici que c'est la capacité à fournir à l'humain une information compréhensible, fiable et, euh, et relevant. Euh, la, la- la traduction me manque. J'espère que vous arrivez à me suivre quand même. Euh, et il précise que c'est avec un niveau de détail approprié et un timing approprié, de sorte que sur comment les applications apprises produisent leurs résultats. C'est assez ambitieux. Il y a plusieurs aspects à ça. C'est sûr que le niveau de détail, c'est un aspect important des explications aussi. On aime bien, nous, les humains, des explications simples. C'est un biais qu'on a. Euh,
mais ou qui sont comme sélectives, disons. Puis la notion de timing, c'est aussi qu'il y a plusieurs niveaux où les explications peuvent être importantes, notamment durant le développement, mais aussi peut-être dans son utilisation. Puis dans l'utilisation, les exigences en termes de rapidité sont plus importantes. Donc, euh, maintenant, je vais essayer comme d'entrer un peu. Donc, on a vu un petit peu pourquoi ce serait important de comprendre comment ces modèles fonctionnent. On a vu que il y a différentes régulations qui incitent ou qui exigent des gens qui déploient des modèles de les comprendre dans une certaine mesure. Fait que maintenant, j'aimerais rentrer un petit peu plus en détail sur que veut dire expliquer un modèle, puis comment ça fonctionne. Ça sera volontairement euh, je vais garder des exemples très simples, au risque parfois de simplifier à l'extrême certaines notions, mais j'espère que pour les participants présents, ça sera quand même une bonne illustration des possibilités puis des défis en termes d'explicabilité de modèles. Donc, la première chose, c'est que il y a des modèles qu'en fait on est capable de comprendre. Donc, ces modèles qui sont directement interprétables ou transparents. En fait, il suffit de lire le programme ou d'observer, hein, comme on a vu avant aussi pour le risque de mortalité avec la pneumonie, on peut, quelque sorte, ouvrir le modèle, regarder soit son code, soit des graphiques qui nous permettent qui décrivent en fait entièrement le fonctionnement du modèle et qui nous permettent dans une certaine mesure de le comprendre. Ici, on a un exemple. Il y a donc certains de ces modèles s'apprennent à partir d'exemples, notamment par exemple les arbres de décision ou les listes de règles. Puis dans le projet DEAL, justement, une application qui a été faite, c'est l'apprentissage de règles de décision booléennes pour prédire ce qui s'appelle des Q-codes pour les Notices to Airmen. Et ça, c'est des messages relativement euh, difficiles à parser que les pilotes reçoivent, puis ils en reçoivent beaucoup, qui sont toutes sortes d'informations qui sont importantes par rapport à leur plan de vol. Et là, justement, certaines nouvelles méthodes ont été développées pour apprendre des règles de décision pour prédire ces Q-codes. Donc, en quelque sorte, finalement, faire le travail d'extraire l'information pertinente euh, pour les pilotes. Ici, vous avez un petit exemple donc, d'une règle de décision booléenne. Puis on avait comme une instance avec 5 caractéristiques, x0 jusqu'à x4. Euh, le programme se lit simplement que si x0 est positif, alors on va dire que c'est vrai. Si x1 est négatif et que x2 est négatif, alors on va dire que c'est vrai. Si x4 est positif, on va dire que c'est vrai. Puis sinon, on va dire que c'est faux. Est-ce qu'on a tout compris sur le programme en le lisant? On peut se poser certaines questions, mais c'est sûr que c'est un format auquel on est habitué. Puis on peut gagner une certaine confiance qu'on comprend le programme en le lisant. Et ça permet également aussi toutes sortes de tests sur ce genre de programme. Euh, D'autres types de modèles, justement, comme celui qu'on a vu pour le risque de mortalité sur la pneumonie, ou qui s'en rapprochent en tout cas, qui sont les modèles additifs. Euh, eux, la prédiction, elle peut se comprendre comme une somme de prédictions qui sont basées sur une seule caractéristique de l'input. C'est ce qu'on appelle les modèles additifs. Ils prennent la forme, la prédiction sur x0, x1, etc. Elle va être donnée par peut-être une constante, puis ensuite une somme de fonctions, f0 de la caractéristique x0, puis une autre fonction f1 qui dépend que de la caractéristique x1. Et la contribution de chaque caractéristique peut être étudiée à l'aide du graphe. Comme on en a vu un exemple justement avec le risque de mortalité. Ici, on a un exemple jouet où en fait la dépendance en x0 est donnée par f0, puis la dépendance en x1 est donnée par la fonction f1. Et puis, la façon dont la prédiction est créée, en fait, c'est si on a -1, 3, ben, en fait, on va aller évaluer la fonction f0 en -1, puis évaluer la fonction f1 en 3, ce qui va nous donner, en l'occurrence ici, 10. Puis on peut voir, en quelque sorte, en regardant les graphes, que -1 a une contribution de 1, puis que si
il avait été plus proche de 0, cette contribution aurait été plus faible, mais s'il avait été à 1, finalement, la contribution de la variable 0 aurait été identique. On a une manière, juste en regardant ces graphes-là, de comprendre le mécanisme sur lequel repose le modèle. Parfois, apprendre ces modèles à partir de données est difficile, puis ça ne convient pas nécessairement à tous les types de données. Puis principalement, puis on va revenir là-dessus, mais ça ne permet pas de modéliser les interactions. Puis les interactions, c'est quand l'effet ici de x0, en fait, va dépendre en fait de la valeur d'une autre variable. On va y revenir. Donc, ça, c'était un très rapide survol sur des modèles qu'en fait, on peut euh, ouvrir puis essayer de comprendre directement, ce qui peut nous donner une confiance qu'ils performent peut-être la tâche qu'on veut effectuer. Mais la plupart des modèles qui sont appris à partir de données, en fait, sont pas de cette forme-là, même si je pense ces modèles transparents sont à privilégier lorsque c'est possible. Mais pour les autres modèles qui sont trop complexes pour être compris en lisant son programme, c'est pas qu'il n'y a pas de programme, hein, on peut les ouvrir, on peut les lire. C'est juste que c'est énormément d'instructions qui font aucun sens pour nous. Donc, dans ce cas-là, de nombreuses méthodes proposent de fournir des explications. À un certain niveau, il y a deux types d'explications, celles qui sont locales, dans le sens où le but là est, on a une instance, puis on cherche à expliquer pourquoi la prédiction à cette instance-là est à cette valeur-là. Puis il y a des explications plus globales qui cherchent à donner une idée de comment fonctionne le modèle en entier. Pour la plupart des méthodes, en fait, le modèle est traité comme une boîte noire. Euh, donc, on ne va pas regarder nécessairement, on va pas regarder du tout, en fait, à l'intérieur du modèle comment il fonctionne, mais on va seulement évaluer le modèle à différentes instances afin de fournir une explication. Parmi ces méthodes, il y a quand même une grande famille qui sont les méthodes d'attribution. Puis je vais me concentrer aujourd'hui sur les méthodes d'attribution additive parce que je pense qu'elles s'expriment. C'est facile d'expliquer, c'est plus facile d'expliquer le genre de questions auxquelles elles visent à répondre. Donc, les méthodes d'attribution, elles cherchent à répondre à une question qui est contrastive. C'est pas vraiment pourquoi la prédiction du modèle est ce qu'elle est, mais plutôt pourquoi la prédiction du modèle à une instance X est si grande ou si petite par rapport à une référence, à la prédiction sur une instance, par exemple, de référence. La référence, ça peut être aussi, en fait, plutôt qu'une instance, en fait, un un ensemble d'instances où finalement on va moyenner les prédictions pour former la référence. Ça peut être par exemple tout l'ensemble d'entraînement. Et donc les méthodes d'attribution additive, ce qu'elles font, c'est que pour répondre à cette question, elles attribuent des scores à chacune des caractéristiques, des scores que j'ai inscrits ici, phi. Euh, ils le font de telle sorte que la contrainte, en quelque sorte, pour ces méthodes-là, c'est que la somme de ces attributions somme à la différence. Fait que comme la question, c'est pourquoi est-ce que, par exemple, dans l'exemple que vous voyez là, qui est sur la page d'accueil d'une librairie très populaire pour ce genre d'explication, qui est la librairie CHAP, qui implémente une certaine méthode d'attribution additive. En fait, on voit que le base rate, c'est 0,1. Donc, en moyenne, le modèle prédit un risque de 0,1. Euh, mais sur l'instance particulière d'une femme âgée de 65 ans avec les valeurs de 180 et 40 pour BP et BMI, l'output est de 0,4. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce que sur cette instance-là, on prédit 0,3 de plus que sur ce base rate? Et puis la façon que Chap a de le faire ici, c'est donc justement d'associer à chacune des features, à chacune des caractéristiques,
une certaine valeur, de sorte qu'on puisse se rendre avec là, une sorte de graphe en cascade. Fait qu'en partant de 0,1, on va avoir une petite contribution positive pour BMI, une petite contribution positive pour BP, une grande contribution négative pour le fait que le sexe est féminin, puis en fait une encore plus grande contribution positive pour l'âge. Fait que c'est à ça que ressemblent les méthodes d'attribution. Euh, pour donner une idée de ce qui peut se produire, puis la différence par rapport à l'explication qu'on a en regardant comment un programme fonctionne, je propose de regarder cet exemple très simplifié que j'ai choisi en connaissance de cause, là. C'est-à-dire que ça va me permettre d'illustrer quelque chose d'important, une limitation importante de ces méthodes-là. C'est le petit programme que vous voyez en haut. Donc, l'input est x0, x1, x2, x3, x4. Et le programme est très simple, je pense. J'espère que vous serez d'accord. En fait, on regarde simplement si x1 est positif. Si c'est le cas, alors on renvoie x0, puis sinon, on renvoie x2. Avec ça, en regardant le code ou le petit diagramme que j'ai mis là, on a une bonne idée de comment le programme fonctionne. Euh, Fait que quelque part, je pense que vous seriez tous capables de donner une explication de, de ce modèle-là ou des prédictions de ce modèle-là en regardant le diagramme. Maintenant, regardons comment par exemple, les méthodes d'attribution procèdent pour attribuer ou expliquer une prédiction. Fait que je propose de regarder l'instance suivante où x0 vaut 0,5, x1 et x2 valent 1, puis x3 et x4 valent 0. Donc, si on suit le petit diagramme, comme x1 est positif puisqu'il vaut 1, la prédiction est 0,5, 0,5. Donc, la première chose maintenant, c'est que si on veut utiliser les valeurs de Chaplin, il faut, euh, il faut en fait, puis en fait, la plupart des méthodes d'attribution, il faut qu'on définisse une référence. Puis ici, ce que je propose de prendre comme référence, c'est en fait une distribution indépendante uniforme sur -1, pour chacune des variables. Et dans les faits, pour calculer les valeurs, en fait, on aura besoin d'un ensemble d'échantillons de cette distribution. Ça veut dire que de façon indépendante, on va euh, avoir des variables qui prennent valeur entre -1 et 1 de façon uniforme. La prédiction moyenne est, parce qu'elle peut se calculer exactement en ce cas-là, elle est nulle, mais sur un ensemble, euh, sur un échantillon, elle va être proche de 0. Et la question qu'on pose maintenant, c'est pourquoi le modèle prédit 0,5 de plus qu'en moyenne, puisque la moyenne est nulle. Et la façon qu'a de fonctionner la réponse de la méthode d'attribution des valeurs de Chaplin, vous l'avez sur la droite. Et notamment, ce qu'on voit, c'est que x0 a une attribution positive, la plus importante. Ensuite, on a x2 qui a aussi une attribution positive importante. Puis on a x1 qui a une attribution négative. Et donc, ça peut être peut-être un petit peu étonnant quand on regarde ce qui s'est passé pour finalement calculer la prédiction 0,5, puisque finalement, comme x1 était positif, on a renvoyé la valeur x0. Une chose qui est surprenante peut-être, c'est que x2, qui en fait n'a pas été utilisé par le programme, a une importance importante, une importance proche de celle de x0, même si un petit peu moins grande. Puis, ce qui peut paraître aussi un petit peu surprenant, c'est que x1 a une influence négative. Alors que nous, on sait qu'en lisant le programme, qu'au fond, x1 a été utilisé pour décider de renvoyer x0. Peut-être ce qui est rassurant, c'est que x4 et x3, qui ne font pas partie du programme, elles ont bien une valeur de 0, ce qui est une propriété euh, qui est garantie par les valeurs de Chaplin. Euh, Tout ça pour comme illustrer la différence entre la compréhension qu'on peut avoir en regardant comment le programme fonctionne et l'utilisation d'attributions qui vont nous donner une vision très différente de la prédiction. Donc,
Ça, c'était juste un exemple de méthode d'attribution, mais en fait, il en existe de nombreuses. Puis là, je me concentre sur des données qui sont plus tabulaires. Ça va être la plupart de mes exemples là-dessus. Mais en fait, il en existe vraiment une multitude aussi sur les images, sur le texte. Donc, il y a eu vraiment une explosion hein, de recherche dans ce domaine-là. Et en fait, de plus en plus de méthodes sont proposées pour essentiellement faire ce que j'ai décrit ici, euh, trouver une façon d'attribuer des scores à chacune des caractéristiques ou d'ensemble de caractéristiques pour les images. Ou, il y a des petites variations de cette question-là pour le texte aussi, mais c'est toujours par rapport à une sorte de référence. Et ici, je vais juste parler de ces trois. Donc, les valeurs de Chapelet, j'en ai parlé brièvement, qui sont motivées par la théorie des jeux coopératifs. Puis il y a d'autres d'autres notions qui sont aussi très naturelles pour faire la même chose. J'en ai parlé aussi, là, les partial dependent plots, qu'on va revoir. Puis une autre notion, qui était donc les partial dependence plots qui ont été introduits par Friedman en 2001. Puis le permutation feature importance qui est une notion d'importance ou d'attribution qui est basée sur la permutation des features, mais qui est essentiellement liée à voir l'importance d'une feature si en fait on la remplace par du bruit, qui est dû à Breiman en 2001. Et là, je me suis concentré sur des explications locales, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la prédiction en X est-elle plus grande ou plus petite que par rapport à une référence. Mais la plupart de ces approches peuvent aussi être agrégées sur un dataset entier pour fournir des importances globales. Fait que les importances globales, elles vont être obtenues en agrégeant d'une certaine façon, par exemple en sommant les valeurs absolues ou sommant les carrés des importances à chaque instance. Puis ça va donner ce qu'on appelle des Global Feature Importance. Euh, c'est très bien d'avoir plein de méthodes, mais le problème, c'est que un des problèmes avec cette multitude de méthodes, c'est qu'elles ne s'accordent pas en général, puis en fait, elles vont toutes prendre des parties différentes qui ne sont pas forcément évidents à étudier puis à comprendre. Puis pour le praticien, ça peut être un vrai casse-tête. Notamment, si on reprend toujours notre petit exemple très simplifié que j'ai choisi malicieusement, un petit peu, si on veut. Euh, D'où vient le désaccord ici? Fait que si on prend, en fait, justement, pour donner l'importance globale de ce modèle-là, qu'on utilise les trois méthodes que j'ai mentionnées ici, Partial Dependence Plot, SHAP et PFI, on voit que l'importance des features diffère. Fait que pour PFI, c'est X0 qui est la plus importante, suivi juste après par X1, suivi par X2. Alors que pour SHAP, en fait, c'est X0 la plus importante, suivi par X2, finalement par X1. Et de façon étonnante pour PDP, ben, ça peut se comprendre, ça s'explique bien en fait à partir de la définition de PDP, mais on voit qu'ici, pour PDP, la variable X1 n'a aucune importance. Alors que nous, on sait que, en regardant le modèle, que la sortie dépend en fait de X1 de manière très importante. Et donc, une source importante de désaccord, puis qui explique en fait, en tout cas, le désaccord dans cette situation ici, c'est que ces méthodes ont différentes façons de prendre en compte ce qu'on appelle les interactions. Puis j'en ai déjà parlé un tout petit peu avant. Les interactions, c'est l'effet que une certaine, c'est que l'effet d'une variable, par exemple x0, euh, dépend pas seulement de sa valeur, mais dépend de la valeur d'une autre variable. Ça, c'est une interaction. Puis ici, en fait, l'effet de x0, il est important quand x1 est positif, mais il est nul lorsque x1 est négatif. Parce que ça va dépendre justement de si x1 est positif ou négatif, si en fait la valeur x0 joue un rôle dans la prédiction ou non. Et c'est exactement l'interaction qui va, enfin, ces interactions qui vont créer ici des désaccords entre les méthodes, parce que en fait, on peut montrer que, en fait, en l'absence d'interaction, pour les modèles additifs que j'ai présentés plus tôt, en fait, toutes ces méthodes s'accordent. Et en fait, ça, c'est tiré notamment d'un travail avec Gabriel Laberge et à Stats l'année passée.
Et donc, une voie possible pour réduire les désaccords, pour aller plus loin que finalement accepter qu'on a plusieurs méthodes qui nous donnent différents points de vue, euh, on peut, une approche qu'on a proposée avec Gabriel, justement, c'est de trouver une partition de l'ensemble de références. Plutôt que d'avoir une référence globale, par exemple, l'ensemble d'entraînement, on peut essayer de trouver une façon de découper cet ensemble d'entraînement de sorte que sur chaque partie, en fait, le modèle soit plus additif. Parce qu'on sait que si le modèle est véritablement additif, alors toutes ces explications vont coïncider, puis en fait, elles vont être plus fiables parce qu'en fait, il est plus facile d'interpréter les modèles additifs. Et donc, après, au lieu d'expliquer l'instance par rapport à la référence globale, on va expliquer l'instance en utilisant une référence qui est locale. La question devient maintenant, lorsque X1 est positif, pourquoi les prédictions du modèle diffèrent de la moyenne? Et en fait, là, vous avez ce qui se passe en fait en rouge ici, c'est si X1 est positif. Alors, pourquoi les prédictions du modèle diffèrent de la moyenne? On se souvient que si X1 est positif, c'est X0. Et en effet, toutes les méthodes maintenant s'accordent pour dire que les prédictions du modèle, si elles diffèrent de la moyenne, ça va être à cause de X0. Et de la même manière, quand X1 est négatif, alors basé sur le fait que ce qu'on voit ici, c'est que X0 et X1 ont des toutes petites importances, mais essentiellement, c'est X2 qui est la plus importante qui est la seule à être vraiment importante pour les trois méthodes. Ça, c'est dû au fait que le seuil n'est pas exactement à zéro, puisqu'il a été optimisé, puis notamment aussi au fait que ce n'est pas en distribution, mais c'est sur un échantillon. Mais ça permet d'expliquer localement en fait, ce qu'on remarque ici, c'est qu'en expliquant localement, on peut augmenter la fiabilité et l'interprétabilité des attributions. Parce qu'en fait, en découpant, alors que là, on aurait pu le deviner, mais dans l'article, justement, ce qu'on propose, c'est une façon systématique, automatisée, de trouver des régions sur lesquelles le modèle va être plus additif et où les explications vont s'accorder davantage et potentiellement donc être plus fiables. Euh, Ça, c'était des exemples joués pour faire un peu un grand saut vers un exemple qui est tiré d'un cas d'usage industriel. Euh, je vais parler brièvement d'un cas d'usage qu'on a eu avec une compagnie d'hélicoptères, Bell Textron, où la tâche, c'était, peut-être comme contexte déjà, les pitchlinks, c'est des composantes critiques des hélicoptères qui sont soumises à des stress importants et nécessitent des inspections et des remplacements fréquents. Vous voyez une petite image en haut à droite qui montre où se trouve le pitchlink sur un hélicoptère. Puis la tâche était de prédire la charge sur un pitchlink à partir des données enregistrées par la boîte noire. On avait en fait une quinzaine de caractéristiques tirées de la boîte noire, comme la vitesse, l'altitude, etc. C'est des données qui ont été partagées par Bell Textron. Puis, euh, même si on a utilisé des modèles linéaires, des modèles transparents, on a été obligé de reconnaître que des réseaux de neurones, quand même relativement, tous les standards sont relatifs, mais quand même relativement importants avec beaucoup de paramètres, montraient des performances inégalées pour cette tâche. Euh, le fait est que la prédiction de ces modèles, si elle était meilleure que les modèles linéaires, c'est parce qu'en fait, ils reposent justement sur des interactions qui sont complexes et importantes. Puis, comme un exemple de l'application de cette idée justement d'essayer de trouver des explications par région, vous voyez ici sur la droite un partial dependence plot euh, qui justement montre l'effet de l'altitude pression de la pression atmosphérique sur la charge sur cette pièce-là. Et en fait, on voit que si on regarde les données bleues, qui sont en fait le, lorsque la commande cyclique est pas inclinée vers l'avant, fait qu'en fait, la commande cyclique, elle gère vraiment la vitesse frontale de l'hélicoptère. Quand elle est pas trop inclinée vers l'avant, en fait, pour les altitudes faibles, on a un effet qui est très limité. La ligne bleue est relativement plate. Par contre, lorsqu'il est très en avant, on voit que l'effet sur la charge va augmenter rapidement avec l'altitude.
Donc, l'effet de la pression, il est plus prononcé lorsque la commande cyclique est inclinée vers l'avant. Puis ça, c'est un exemple d'interaction. Euh, c'est juste une, euh, un aspect de ce modèle-là qu'on a étudié un petit peu, mais ça montre à quel point ces phénomènes complexes d'interaction arrivent en pratique sur des cas d'usage pour les applications critiques. Euh, pour un petit peu rassembler un petit peu tout ça sur l'explicabilité, le modèle, c'est un petit peu celui qui est sur la droite. C'est-à-dire qu'on part du monde, on collecte des données, on apprend un modèle boîte noire, puis le rôle de l'explicabilité, XAI, c'est de faire le pont, puis de donner des informations à l'humain sur comment fonctionne le modèle, les données, peut-être même le monde. Euh, Expliquer un modèle boîte noire, c'est difficile. Notamment, peut-être, j'espère que j'ai réussi à expliquer un petit peu, parce que souvent, ces modèles boîte noire représentent en fait des programmes très complexes, puis qu'essayer de les expliquer en attribuant certains scores à des variables peut être un peu réducteur. C'est je pense qu'essayer de comprendre un modèle boîte noire, c'est pas vraiment juste appliquer une librairie comme c'est facile de le faire, en fait, aujourd'hui. Mais c'est un travail d'enquête qui mêle, en fait, les statistiques, des connaissances en apprentissage automatique, puis qui souvent implique aussi des connaissances d'experts dans le domaine concerné par la tâche. Puis, la nature des... Je pense que la nature de la connaissance qui est acquise à l'aide de ces méthodes post-hoc, euh, en fait, il a des propriétés très différentes du savoir qui est nécessaire pour écrire un programme traditionnel. Pour l'exemple du PitchLink, en fait, évidemment, beaucoup d'autres approches ont été essayées qui étaient basées sur une description physique du phénomène qui, a priori, doit exister, mais qui échouait en fait à prédire avec précision le phénomène. Mais les explications qu'on peut donner sur le modèle qui performe bien, même si elle rassure, parce qu'elle, notamment cette interaction qu'on a discutée dans la slide précédente, a été confirmée par les experts, elles sont, c'est quand même un savoir qui est d'une nature très différente que celui basé sur la physique ou basé sur la compréhension fondamentale de la tâche. Mais tout de même, ce savoir qu'on arrive à extraire avec ces méthodes d'explicabilité augmente la fiabilité des modèles appris. Peut révéler aussi des problèmes dans les données, peut révéler beaucoup de choses. Mais des progrès en recherche, puis une collaboration avec l'industrie, comme on le fait dans le projet DEAL, en fait, me semble vraiment nécessaire pour continuer à développer une sorte d'ingénierie de la fiabilité qui est adaptée à ces modèles appris. Euh, je vois que l'heure tourne, mais comme juste pour faire une ouverture aussi sur le fait que je parlais vraiment principalement d'explicabilité, mais pour donner un petit aperçu d'un autre aspect. La transparence n'est pas la seule exigence qui est formulée à l'égard des systèmes critiques qui incluent de l'intelligence artificielle. Dans justement le papier dont j'ai parlé, là, qui sont des directives pour l'utilisation du machine learning, qui est écrit par l'Agence européenne pour la sécurité de l'aviation. Euh, Ils formulent en fait beaucoup d'objectifs qui, selon eux, devraient être atteints pour certifier la fiabilité des systèmes. Et par exemple, pour parler quelque chose de totalement différent que l'explicabilité et la transparence, ils parlent notamment du compromis entre biais et variance. Et c'est écrit, selon eux, clairement que on devrait être capable d'expliquer le compromis biais-variance qui a été fait dans l'apprentissage du modèle. Et, mais en fait, notamment cet objectif-là particulier et d'autres, ils ont été analysés par nos collègues aussi de Toulouse. Là. Je n'ai pas mentionné que le projet DEAL était un projet transatlantique. C'est peut-être le moment de le faire. On a une équipe à Toulouse qui
a pris en fait ces objectifs puis a essayé de les appliquer dans le cadre d'un modèle surrogate, c'est-à-dire que ça c'est un cas d'exemple aussi légèrement différent de ce qu'on a parlé jusqu'ici. On a un modèle physique en fait, un modèle mathématique très précis qui nous permet d'estimer la déclinaison magnétique, la différence entre le nord géographique et le nord euh, magnétique. Mais il est relativement lourd et il y a un intérêt pour essayer de modéliser ou d'approximer ce modèle physique euh, par en fait un réseau de neurones. C'est ce qui a été fait ici. Et dans ce cas très simple, puisque c'est un problème de régression avec très peu de variables, juste deux variables en entrée et une variable en sortie, ils ont pris en fait chacun de ces objectifs un par un, puis on fait essayer de faire au mieux pour les satisfaire. Mais ce qu'ils observent, c'est que même pour des cas d'usage très simples comme celui-ci, ou apparemment très simples, ces objectifs soulèvent une série de défis techniques et méthodologiques. Puis je vous réfère à l'article très intéressant de Florence Grancet, Sébastien Gershinovitz et autres. Fait que, juste pour comme, pas non plus donner l'impression que seulement la transparence est exigée pour les applications critiques, mais toutes sortes d'autres objectifs qui, euh, qui sont étudiés également. En conclusion, euh, c'était mon point de départ, un grand potentiel, on voit un grand potentiel de l'apprentissage automatique pour réaliser des tâches pour lesquelles on ne sait pas écrire des programmes, ou peut-être aussi, comme je viens de le montrer avant, pour approximer des programmes qui sont trop lents ou trop coûteux à exécuter. Euh, Par contre, il faut prendre en compte le fait qu'on a une très grande aversion au risque dans l'industrie des systèmes critiques, puis à juste titre. Euh, donc, dans ce contexte-là, la performance du modèle, elle ne suffit pas à s'assurer que le modèle possède la fonctionnalité désirée. Donc, quelque part, certaines limitations à la méthodologie apprentissage automatique classique. Euh, et donc, une direction qui, qui est demandée par les autorités, puis qui est, je pense, un souhait aussi de l'industrie, c'est que on atteigne une certaine transparence des modèles qui sont appris à partir de données. Et puis, comme j'ai essayé de le mettre de l'avant, le meilleur moyen d'obtenir de la transparence, c'est de partir de la transparence, c'est d'avoir des modèles transparents par construction. Ça, c'est un avantage qui est considérable. Puis, parfois, c'est pas possible. Parfois, c'est moins performant. Euh, dans ce cas-là, il existe une panoplie de méthodes. J'en ai présenté brièvement quelques-unes, ou montrer un peu certains effets de ces méthodes-là, qui sont des explications, des méthodes d'explication post-hoc. Et c'est une avenue évidemment très intéressante pour les modèles complexes. C'est aussi les seuls qu'on a pour aller comme euh, essayer d'analyser ces modèles-là. Parfois, elles ne sont pas fiables. Elles viennent aussi avec certaines formes d'incertitude. Il y a beaucoup d'autres défis par rapport à ces méthodes d'explication que je n'ai pas mentionnées aujourd'hui, mais euh, l'idée générale, c'est que ça va être difficile de gagner de la fiabilité si on a des explications auxquelles on ne peut pas se fier. Et il y a plusieurs sources d'incertitudes qu'il faut prendre en compte afin d'utiliser correctement ces méthodes-là. Puis finalement, ben, peut-être pour comme résumer un petit peu, il y a beaucoup d'objectifs qui sont naturels, qui sont raisonnables, d'exiger des systèmes appris à partir de données. Mais la plupart de ces objectifs-là, aujourd'hui, soulèvent en fait de nombreux défis scientifiques, techniques et méthodologiques. Puis, ouais, c'est notamment ben, le projet dans lequel je suis, puis peut-être une phase 2 qui s'en viendrait prochainement. C'est ce qu'on se propose de continuer à relever avec nos partenaires industriels et académiques. Voilà, je pense que j'ai dépassé même de plusieurs minutes. Merci à tous pour votre patience.